Merci infiniment pour l'invitation. Ça a l'air assez sensible. Donc, je me suis dit, j'ai aucun conflit d'intérêt. La seule chose, c'est que j'ai été bien formaté par ces deux personnages assez importants. Donc, Stéphane Windecker qui m'a dit, la rosténose sur un stent actif, ça n'existe pas. Si tu en as, c'est focal, donne un coup de ballon. Si ça ne suffit pas, tu remets un stent actif. Et puis, Bernard Meyer, que vous avez entendu hier, qui disait qu'en fait, ça ne servait à rien de mettre un stent. Un bon opérateur doit mettre 20% de stent chez ses patients, pas plus. Donc, est-ce qu'il y a de la rosténose intra-stent? J'ai estimé qu'avec 130 000 angioplasties par année en France, vous devez faire à peu près 5% des angioplasties pour de la rosténose intra-stent active. C'est 6 500 procédures par année. Ça devient moins que les TAVI. Donc, bientôt, vous n'allez plus m'inviter pour parler de ça. Et si on regarde l'incidence des stents actifs de première génération, dont on a fait des suivis assez longs, ça, c'était les 200 premiers stents Cypher qu'on a implantés en Suisse, avec un TLR à 10 ans qui est de 8%, donc à peu près 1% par année de revascularisation du segment cible, qui est assez proche de l'étude japonaise publiée au TCT cette année, avec 9%, sur une grosse étude de 2300 patients, qui est différente d'une autre étude japonaise où eux, ils avaient à peu près 3% par année, avec une incidence cumulée à 10 ans de 30%. Donc, qu'est-ce que c'est que la rosténose? Pierre Meyer nous en a rappelé encore hier soir que la rosténose après angioplastie au ballon, c'était principalement un remodeling négatif de l'artère. Ça peut être de l'hyperplasie néo-intimale, comme classiquement dans le stent nu, la néo-athérosclérose qu'on a entendu avec Géraud tout à l'heure, et un thrombus chronique qui devient calcifié dans le syndrome coronarien aigu. Les causes, vous connaissez tous, c'est des causes procédurales, lésionnelles, des causes liées en fait aux patients. Les patients diabétiques et insuffisants rénaux vont faire plus de rosténose. Et puis finalement, on peut passablement influencer la rosténose par la technique, principalement en évitant les misses géographiques, les gaps entre deux stents actifs. Il y a des choses qu'on arrivera moins à influencer, hein, donc c'est le peeling du polymère dans les lésions calcifiées et tortueuses, les barotraumatismes qu'on va infliger à la média, les malexpansions du stent, les fractures à long terme, et puis l'hypersensibilité aux métaux ou la résistance aux médicaments du patient. Il y a des différences entre les stents nus et les stents actifs. On l'a entendu tout à l'heure, hein, les stents actifs, ils font plus de néo-athérosclérose. Et puis si on regarde, c'est les études du groupe Virmani, CIVI-PASS, il y a moins de cellules musculaires lisses, il y a moins de collagène, il y a plus de matrices extracellulaires riches en protéoglycanes. Donc c'est une rosténose qui est différente, c'est une néo-athérogénose qui est beaucoup plus précoce. Hein, elle commence à peu près 18 mois après l'implantation, alors que les stents nus, ça commençait plutôt après 4 ans. On a effectivement l'impression qu'avec les nouvelles plateformes, avec moins de polymères durables, on a moins d'incidents délétères, donc probablement moins de rosténose aussi. Pour les stents actifs, une méta-analyse ici pour les fractures, 4% des stents actifs de première génération, grosse maille, avaient des fractures, c'était associé à des événements délétères. Et puis le pattern de rosténose était au début, et ça il faut donner justice à Stéphane Windecker, focal, et puis par la suite ça évolue vers quelque chose de diffus, donc 80% focal, après c'est 50-50, et puis par la suite c'est plutôt diffus. La rosténose intra-stent actif, elle revient plus tardivement, à 18 mois versus 12 mois dans cette étude comparée de RIPS 4 et 5 des Espagnols. Et puis, le traitement de la rosténose est par contre plus compliqué et moins efficace. Ici, vous regardez dans cette petite comparaison, à 9 mois, on a une rosténose binaire qui est après traitement de 5% dans le stent, la rosténose intra-stent nu, versus 11% dans la rosténose intra-stent actif. Donc, comment traiter? Je reviens finalement à la question. Vous savez tous quelle est la panoplie qu'on a. Hein. Conservateur, angioplastie au ballon, on peut utiliser des scoring, des cuttings, la rotablation, des ballons actifs, principalement au paclitaxel, des stents actifs, mettre des stents biorésorbables. On peut traiter par laser endobrachythérapie, au TCT, on en reparlait, et puis mettre des pontages à orthocoronarien. Est-ce que les guidelines vont nous aider à traiter? En fait, pas tellement, parce que ce que disent les guidelines, c'est ce que nous, on pense tous, c'est-à-dire on va faire une angioplastie quand c'est nécessaire, et puis référer le patient au chirurgien. En 2010, c'est ce qu'ils disaient. En 2014, ils nous disent, pour l'angioplastie, vous pouvez faire soit une angioplastie avec le ballon actif, à élution de paclitaxel, ou une angioplastie au stent actif, sans grosse distinction. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu depuis lors?
Il y a eu 2-3 méta-analyses, j'en présente rapidement 2. Une méta-analyse de Lee, publiée dans le JACC International en 2015, avec à peu près 600 à 800 patients dans 3 groupes. Un groupe traité par stent actif, ballon actif et puis ballon conventionnel. En fait, les 2 stratégies actives sont nettement supérieures aux ballons non actifs, mais sans grande différence pour la revascularisation ainsi que pour les MACE entre les 2 groupes, que ce soit pour la resténose intra-stent nu ou bien intra-stent actif. C'est différent dans la méta-analyse de Stefan Windecker, qui en fait a analysé 27 études avec 6000 patients, mais il faut se dire qu'il y a seulement 9 qui ont inclus des stents actifs, et ça fait à peu près 1900 patients. Et ça, la conclusion, c'est que dans le collectif normal, la meilleure thérapie, c'est de mettre un stent à élution d'éverolimus par rapport à un ballon actif à élution de paclitaxel. Mais ça, c'est non significatif pour l'étude globale, mais ça devient significatif par contre dans la sous-analyse des cas de resténose intra-stent actif. Donc on a l'impression qu'il y a un petit bénéfice à mettre plutôt un stent dans le stent actif plutôt que de remettre un ballon côté au paclitaxel. Ça va à l'encontre de plusieurs petites études, là je vous en ai cité 3, qui montraient soit aucune différence à 2 ans, soit un avantage notable du ballon actif sur le stent actif. Et ça va par contre dans le même sens que l'étude de RIPS 4, donc des Espagnols, qui montrait une comparaison entre le Science Prime et le Sequent de Please de Brown, qui montrait qu'en fait, les patients traités avec le stent actif avaient un meilleur suivi. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Vous savez qu'on parle beaucoup des ballons à élution de sirolimus. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Une étude de faisabilité présentée au TCT. Il y a la possibilité de mettre un stent biorésorbable dans la resténose intra-stent actif. Nous, on n'a pas d'expérience là-dedans, on a plutôt fait le contraire. On a mis des stents actifs dans les resténoses de stents biorésorbables ou bien les ballons à élution, sans grande distinguo entre les deux. Bernard Chevalier pourra nous en parler un peu plus quand son étude, la sous-étude de Compare-Absorb, aura des résultats. Pour l'instant, on est en phase d'acquisition. Donc en pratique, ce sera ma conclusion, comment est-ce que nous on traite ça à Fribourg? Donc si on a une resténose intra-stent actif, on va regarder par angio, puis par stent boost, si vous avez ça, on va regarder si c'est une resténose qui est plutôt focale ou bien qui est proliférative, et on regarde encore les fractures de stent. Si c'est une resténose focale, on va faire une bonne angioplastie au ballon. On utilise des ballons de scoring, on utilise préférentiellement le grip. Si on a très très bon résultat avec l'angioplastie, à ce moment-là, on a tendance à mettre le ballon à élution de paclitaxel. Et là, on fait une inflation très longue, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les patients qui avaient une inflation de plus d'1 minute 30 avaient quasiment pas de récidive. Par contre, les gens qui avaient moins d'1 minute avaient souvent des récidives. Dans le cas opposé, si on a un patient qui fait des resténoses itératives avec une grosse R à risque et puis un risque chirurgical qui est finalement peu élevé, on va orienter le patient vers un PAC. Et dans tous les autres cas, on va mettre un stent sans aucune contrainte par rapport à l'éverolimus ou une autre drogue. Donc on va plutôt mettre un stent actif dans le stent actif. Finalement, donc, il y a un très très bel éditorial qui a été écrit par Bernard il y a 1 année et demie, qui fait un bon résumé de la situation actuelle, et je pense qu'il arrive quasiment aux mêmes conclusions. Merci. Merci beaucoup Stéphane, très belle présentation et très pratique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Michel. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que ce que tu viens de dire, de gonfler plus longtemps dans le ballon actif pour avoir des meilleurs résultats à long terme, ça n'a jamais été montré. Est-ce que tu ne crois pas que ça vaudrait la peine de faire une étude là-dessus? Parce que pour l'instant, on nous dit qu'il faut gonfler au moins 30 secondes, voire 1 minute, mais bon, on n'a pas d'éléments formels pour affirmer ça. La deuxième question, je voulais savoir si tu ne tenais pas compte aussi de la taille du vaisseau pour ton choix entre stent actif et ballon actif. C'est-à-dire, est-ce que dans les petits vaisseaux, on n'aurait pas tendance à essayer de mettre plutôt du ballon actif que de remettre une couche de stent dans un petit vaisseau? Donc, effectivement, je pense qu'en posant la deuxième question, on a déjà la réponse. Dans les petits vaisseaux, on va essayer de limiter la taille du maillage. C'est évident que s'il y a un maillage de 100 microns dans une artère ça a plus d'impact que dans une artère de 4 mm.
Donc effectivement, on a plutôt tendance à utiliser les ballons actifs. Pour la première question, moi j'étais très intéressé à faire une étude. J'ai contacté 2-3 centres en Suisse. Et le problème où je me suis heurté, c'est qu'ils n'avaient aucun, on peut faire ça de manière rétrospective, ils n'avaient par contre aucune donnée sur le temps d'inflation. Donc c'était non répertorié. Donc c'était un petit problème. Dans notre centre, nous on met toujours les durées d'inflation. Donc s'il y a des centres ici qui sont intéressés à faire ça, moi j'ai toute ma casuistique avec les données des temps. Ce serait très intéressant à faire. Donc c'est un appel à ceux qui veulent participer, qui viennent me voir après, puis on peut faire ça. Appel entendu. Il y a une question là. Olivier? Oui, je t'entends. Je t'entends. Non, mais prenez le micro. Tout le monde puisse écouter la question. Merci pour ton topo. J'ai une question. Tu as mentionné l'atérectomie rotationnelle, le rotablator dans le traitement de la rosténose. Est-ce que tu as des tips and tricks à nous donner? Moi, je l'ai fait une fois. Il a fini en chirurgie avec un stent qui était enroulé dans le rotablator. Est-ce que c'est vraiment valide comme traitement ou il faut surtout ne pas le faire? C'est peut-être une discussion au panel aussi. Alors, ça a été décrit dans la méta-analyse de Windecker que tu peux regarder. Ce n'est pas une très bonne technique pour traiter la rosténose. Faire une rotablation dans un stent, c'est un peu tricky. Je suis d'accord, moi j'ai fait ça seulement 2 fois. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience avec le rota, donc ça m'intéresserait d'écouter. Il y a une fois, j'ai eu un petit peu des transpirations comme toi, mais finalement j'ai réussi à sortir le rotawire. Et puis, si tu restes bloqué dans un stent avec le rota, la beurre de rota, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Philippe Urban, qui m'a dit qu'eux, ils avaient dilaté une fois avec un ballon juste à côté, ça avait délogé la fraise. Mais c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est conseillé? Ça, je te laisse en discuter. Stéphane, une petite question très pratique. Tu nous dis que globalement, dans quand même la grande majorité des cas, le traitement de référence est de remettre un stent actif en fonction de l'anatomie. Et la question qui se pose souvent, c'est est-ce que tu mets le même stent actif? Est-ce que tu changes l'alliage, la drogue? Alors c'est juste, hein, ça c'est des questions qu'on avait beaucoup dans les années 2006-2008 à l'INSEL, c'est de savoir si en fait si on a une résistance à un médicament, si on change pour un autre. Maintenant c'est quasiment que des limus sur le marché. Tu peux te dire qu'effectivement il y a probablement le polymère qui joue un rôle, donc tu peux mettre un autre. C'est assez intelligent de vouloir changer, c'est comme traiter la tuberculose, si on va qu'avec un anti-tuberculosique, c'est pas la même chose que si on en met 4 en même temps. Et qu'est-ce que tu fais? Tu changes ou tu mets le même? Donc moi, je fais ce que j'ai dit. D'abord, j'essaye toujours de mettre le ballon. Bernie Meyer a laissé 2-3 traces chez moi. Donc je mets le ballon. Si j'arrive à traiter avec un ballon à élution de paclitaxel, je le fais. Il n'y a pas pour l'instant de ballon à élution d'autre chose que le paclitaxel en Suisse. Et puis si c'est par contre j'ai un mauvais résultat, je vais mettre un autre. Et puis à Fribourg, c'est assez simple. Je fais un registre qui est randomisé. Donc ça veut dire que les nurses, elles vont tirer une enveloppe, elles vont me dire aujourd'hui tu dois mettre ce stent, c'est A, B ou C, et puis j'ai pas besoin de réfléchir.